Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la précédente dans laquelle j'évoquais tout ce qui est TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'avais rappelé dans cette vidéo un petit peu les grands classiques de ce qu'on peut lire ou apprendre sur ces sujets. Et puis j'ai continué de fouiller un peu encore davantage le sujet en écoutant beaucoup de spécialistes. Donc il y a effectivement toute la partie des médecins, psychiatres et même certains neuropsychologues qui vont vraiment orienter vers tout ce qui est guidance parentale, oui. Tout ce qui va être habilité parentale aussi. Et tout ce qui est TCC aussi, thérapie cognitivo-comportementale. Et lorsque tout cela n'est pas suffisant, il peut y avoir donc la médication qui est donc de la dopamine. Et donc la dopamine, moi j'ai un petit peu plus creusé puisque je m'intéresse, comme vous le savez, au microbiote depuis 5 ans et donc notamment aux neurotransmetteurs, puisque moi j'ai fait l'expérience que lorsque mon microbiote avait été gravement perturbé, j'ai eu un moment donné où mes bactéries intestinales et ma muqueuse intestinale, enfin, plus rien ne fonctionnait vraiment correctement. Donc mes neurotransmetteurs dopamine, sérotonine, mélatonine étaient très perturbés, puisque c'est dans les intestins que sont synthétisés en partie ces neurotransmetteurs. Donc, effectivement, il faut que à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Et il faut aussi avoir les sources de nutriments qui vont permettre de synthétiser certains nutriments pour les fabriquer en neurotransmetteurs. Donc ça, tout ce qui est bon gras, tout ce qui est protéines, ça change vraiment la donne sur tout cet aspect des neurotransmetteurs qui après gèrent l'énergie, l'apaisement, le sommeil, réponse au stress, etc. Donc de base, voilà, déjà dans les nutriments, manger des protéines et des bons gras, dont les oméga 3, EPA, DHA, qui sont les oméga 3 issus de la mer, hein, pas des huiles végétales où ça va pas porter les mêmes choses. L'EPA, DHA vraiment nourrit le cerveau, nourrit euh, enfin, a beaucoup d'effets, mais si on parle des neurones, va vraiment nourrir les cellules nerveuses. Et justement, en fait, j'en suis arrivée aussi à écouter des personnes qui expliquent que dans tout ce qui est trouble des apprentissages, mais aussi trouble de l'attention, il y a des connexions neuronales qui ne se mettent pas en place. Donc, c'est aussi une autre piste, c'est est-ce que si je stimule pas comme il faut la présence de ces connexions neuronales par des exercices entre guillemets ou des routines de vie, etc., qui vont amener à créer ces voies-là, mais que je n'ai pas aussi d'assez bons gras, pas assez d'oméga 3 par exemple, parce que j'ai du coup entendu que les axones, les liens entre les neurones, sont en fait des couches de gras et que plus on renforce des connexions neuronales, plus il faut du gras pour les créer et les maintenir. Donc, à partir de là, si on stimule comme il faut par des exercices ou de la rééducation, certains disent c'est pas de la rééducation chez l'enfant, c'est de la construction. Donc en fait, c'est d'aider à trouver les activités, etc., qui vont créer ces ponts et si on a les bons nutriments, les bons gras pour créer les liens dans ces voies nerveuses, il y a de grandes chances que ça fonctionne mieux que si on n'a pas le nutriment nécessaire et qu'on ne stimule pas, qu'on ne crée pas dans le cerveau les stimulations qui, répétées, vont créer les voies de connexion.
Donc ça, c'est une piste très intéressante qui essaye de voir un petit peu autrement pourquoi il y aurait pas ces neurotransmetteurs, manque de dopamine. Et quand on cherche à comprendre, c'est manque de dopamine, mais c'est aussi que le cerveau ne, ne prend pas sur une activité qui est un peu ennuyante pour quelqu'un. La dopamine n'est pas sécrétée, le cerveau n'est pas activé et prêt à commencer à se centrer, à travailler. Mais voilà, c'est des hypothèses, mais qui semblent assez logiques quand même. S'il y a la dopamine, il y a les neurotransmetteurs déjà. Ça, c'est le premier point. Qu'ensuite, le cerveau, petit à petit, il apprend à se servir de cette dopamine, même quand ce sont des activités qui ne sont pas au premier abord sécrétrices de dopamine, parce qu'elles nous animent pas forcément énormément, mais que petit à petit, ça se travaille. Voilà. Pourquoi un enfant qui a des troubles de l'attention ne pourrait pas évoluer et changer? Donc voilà, c'est une des pistes. Aussi, plus largement dans les troubles des apprentissages, c'est vrai qu'il faut quand même déjà aller chercher s'il n'y a pas un handicap. Par exemple, le trouble neurovisuel qui va sur les tests de QI donner des scores sur la partie visio-spatiale plus faible et qui, dans les bilans de psychomotricité, sur certains des exercices, ça peut être beaucoup moins bon. Eh bien là, il faut quand même s'assurer qu'au niveau, en allant chez l'orthoptiste, s'assurer qu'il n'y a pas un trouble neurovisuel, parce qu'un trouble neurovisuel va forcément entraîner une défaillance sur ces exercices-là, parce que le cerveau, du coup, par ce trouble neurovisuel, il aura moins su et pu connecter des voies nerveuses qui vont faire qu'après, on est très habile dans ces catégories-là. Donc, c'est un exemple, mais c'est toujours pour chercher la cause et tout le mécanisme. Alors, quand on a vraiment une amblyopie, par exemple, un œil qui ne voit pas. Par exemple, c'est mon cas. J'ai une dyspraxie, mais qui est forcément présente par le fait qu'il y a une amblyopie, qui peut-être aurait pu se travailler quand j'avais 2 3 ans. Euh, Est-ce que à 45 ans, on pourrait encore... Aujourd'hui, mon œil gauche, il ne prend pas les images. Seul mon œil droit les prend et les renvoie dans le cerveau. Donc, ça s'est mis en place comme ça quand j'avais 2 3 ans. Donc, forcément, j'ai pas une vision avec tout ce qu'elle devrait avoir au niveau des perspectives, de la 3D, etc. Donc, tout ce qui est exercice qui demande ces compétences-là, moi, je les ai moins fait parce que je suis très malhabile pour les faire. Donc, petite, forcément, j'ai moins créé les connexions pour attraper la balle, pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui va demander ces composants-là pour être efficace, j'ai moins développé. Donc, aujourd'hui, bah, de tous les cas, voilà, j'ai une dyspraxie. Euh, Prenons un enfant qui n'est pas amblyope, mais qui a peut-être un trouble neurovisuel, mais qui peut encore se construire et se redresser par les séances, par exemple chez l'orthoptiste, par des exercices, hein, on fait travailler les yeux, œil, cerveau, et souvent après c'est main, œil, cerveau. Eh bien ça peut commencer à se reconnecter. Donc à partir de là, si ça se reconnecte dans le cerveau, qui a les bons gras aussi pour créer les connexions, à partir de là, la dyspraxie peut s'estomper, voire s'annuler, puisque avec ce travail de construction neuronale, ensuite, bah, naturellement dans la vie,
peut-être que plein de choses qui n'étaient pas faites parce qu'il y avait une difficulté clairement notable pour les faire, mais quand il y a plus de difficulté, ben on le fait. C'est comme si on boite, on marche pas, mais si on boite plus, on va retourner faire des marches. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et à partir de là, l'attention, parce que quand il y a un trouble de l'attention, notamment visuelle, on peut imaginer que si les connexions se recréent, qu'on le retravaille par derrière, l'attention visuelle va pouvoir avoir lieu. Alors que lorsqu'il y a ce trouble et dyspraxie, l'attention visuelle, elle est difficile à se maintenir. Donc, à partir de là, même tout ce qui est trouble de l'attention, euh, si les bases sont redonnées sur les différents plans, des différents aspects, nutrition, travail, enfin, recherche des causes, des défaillances, travail sur la restauration et mise en pratique régulière de ces compétences-là, ça peut évoluer. Donc l'attention, petit à petit, va peut-être du coup être présente là où elle ne l'était pas et que ce trouble de l'attention pouvait bah, pénaliser l'enfant dans ses apprentissages, tout ce qui était repère visuel sur la feuille, ça demande un tel effort, regarder au tableau, revenir sur la feuille, c'est tout le temps œil, main, œil, cerveau, main et espace qui sont mis en jeu dans ces heures et ces heures qu'on passe à l'école. Donc, quand il n'y a pas la base pour ça, c'est très fatigant et l'enfant a l'attention qui décroche et il peut se sentir en mal-être aussi puisque cette attention qui ne se cale pas, ben, ça crée quelque chose de désagréable globalement pour la personne. Donc voilà, aujourd'hui. Il y a pas mal de propositions qui existent. Donc là, notamment, j'ai écouté une orthophoniste qui a été orthophoniste et enseignante pendant 50 ans de sa vie et qui, elle, a cherché les possibilités, notamment dans les troubles des apprentissages, plus de la lecture, écriture, etc. Et qui explique au final la meilleure chose qu'elle ait trouvée, c'est quel que soit le trouble en fait, attentionnel, dyspraxie, dyslexie, enfin peu importe, en recréant par des stimulations, euh, en stimulant les neurones et les voies, on peut tout construire en fait. Alors, elle s'était formée à l'approche Tomatis. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller regarder. Et après, aujourd'hui, il existe en fait de toutes ces recherches de Tomatis, hein, des casques qui vont permettre d'aller stimuler de façon sensorielle, surtout par la voie auditive, le canal auditif va restructurer, remodeler les connexions neuronales afin que des choses se mettent en place qui n'étaient pas présentes et que à partir de là, il n'y avait pas les bases pour pouvoir déjà se concentrer ou même connecter correctement les notions entendues, etc. Et donc, il y a ces casques. Donc, une neuropsychologue aussi me les a conseillés. Un casque qui permet vraiment d'aller jouer sur surtout les troubles d'attention, concentration, mémoire. Et en fait, quand il y a des troubles comme ça, on a de l'hypersensibilité. C'est comme un petit peu si le câblage, il est déséquilibré. Donc, on va être très, très réactif à certains sons. On va entendre des sons bien plus forts. Pareil, des détails visuels, mais on va pas forcément avoir une harmonie dans ces entrées sensorielles. Du coup, ça crée une hypersensibilité et cette hypersensibilité crée aussi le flou et le brouillard qui fait que l'attention, elle a du mal à se
être focus sur une tâche, par exemple une tâche auditive, on écoute une dictée, ou une tâche visuelle, on doit recopier parce que euh, le cerveau prend à partir de ce déséquilibre de sensibilité, il va entendre et voir plein de détails qui ne sont pas le sujet dont il faudrait s'occuper et ça va perturber l'attention et la concentration. Et à partir de là, c'est difficile de faire l'exercice ou de maîtriser la notion ou même d'entendre les consignes ou d'avoir lu les consignes au moment où il fallait les lire ou voilà. Donc à partir de là, elle explique qu'en travaillant par exemple avec un de ces casques sur l'aspect déjà des connexions neuronales, ça va poser la concentration attention et ça va harmoniser les sens pour ne plus qu'il y ait cette hypersensibilité qui peut être gênante. Donc c'est intéressant. Et puis il y a un autre casque où là c'est surtout tout ce qui est dyslexie, etc. Ou même ça peut être utilisé par des adultes qui font beaucoup de chants ou de conférences ou autres. Pareil, c'est un casque qui va là avec un micro qui va renvoyer notre propre voix et dans le cerveau il va pouvoir le traiter d'une autre façon, donc créer quelque part des nouvelles connexions. Et tout à coup, les enfants, par exemple, perçoivent vraiment bien les phonèmes, etc. Et l'apprentissage d'entendre correctement avec les bonnes connexions, comment le mot est composé, etc. Après, ça débloque beaucoup de choses. Et donc, ces deux casques qu'on peut donc prendre chez soi peuvent vraiment aider sur l'ensemble des difficultés. Alors là, l'orthophoniste en question, elle a développé tout un processus ensuite pour vraiment travailler ces connexions neuronales. Donc pendant qu'il y a le port des casques, il y a des conseils d'exercice très précis et très, comment dire, progressifs pour créer, parce que ça se crée pas en un jour, hein, c'est de la répétition. Et elle explique que faire 5 minutes tous les jours chez soi, plutôt que 30 minutes, par exemple, chez un professionnel par semaine, ça va être plus efficace parce qu'on va stimuler tous les jours et donc ça va se créer mieux. Donc c'est intéressant. Et quelque part, voilà, il y avait des exemples d'enfants qui avaient été mis dans des centres pour autistes parce qu'il y avait aucun langage. Ensuite, ils avaient été mis dans des classes spécialisées, etc. Il y avait des enfants qui, en cinquième, ne savaient pas lire et écrire. Et avec tout ce travail, alors eux, ils ont fait la méthode en repartant à la base, mais en 3 à 6 mois, ils savaient lire et écrire et ensuite ils ont continué un cursus classique. Donc c'est quand même impressionnant. Donc c'est pour ça que on sait pourtant que, par exemple, sur le trouble de dyslexie ou quoi, on va chez l'orthophoniste pour retravailler autrement les choses et que se créent, se construisent bien les connexions. Pour le trouble d'attention, pourquoi ce ne serait pas pareil? Et pourquoi on ne pourrait pas se dire que c'est simplement aussi qu'il y a peut-être un trouble quelque part auditif ou neurovisuel qui a gêné la mise en place de ces connexions très régulièrement et que du coup l'attention n'est pas là et la dopamine du coup n'est pas correctement utilisée. Donc voilà, c'est quand même des pistes très intéressantes où aussi cet orthophoniste parle de toujours voir ces difficultés pas comme des données à vie, mais comme juste un moment de la construction où il n'y a pas les connexions comme elles devraient être, mais que c'est en construction. Donc déjà, de ne pas figer dans notre regard ou notre croyance sur l'enfant, par exemple,
bah voilà, des croyances justement, ne pas figer des croyances négatives. Au contraire, se dire c'est un apprenant, il est en tant que apprenti, donc ça se construit. Et par contre, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir clairement des bilans parce que ça nous permet de voir les points faibles, les failles à travailler et voir aussi s'il n'y a pas une amblyopie, par exemple, enfin, des choses constitutionnelles de la personne qui fait que de toute façon là-dessus, ça va être difficile puisque il y a un organe qui fonctionne moins bien, par exemple, un œil ou une oreille. Donc ça, c'est la base. Et puis après, d'aller plus précisément voir dans les bilans où est-ce que ça pêche et puis de voir le lien. En fait, forcément, s'il y a un trouble neurovisuel, ça va pêcher sur tout ce qui est vision en 3D, tout ce qui est exercice des cubes, etc., puzzle, hôtesse de QI. La note va être moins forte. Et puis en psychomotricité, par exemple, pareil, et on va voir sur certains modules d'exercice qui sont testés, pareil, un défaut qui n'est pas quelque part c'est une photo juste à l'instant T, mais ça peut se construire encore. Donc pour moi, il y a vraiment cette vision encore holistique, globale, la nutrition pour avoir les neurotransmetteurs et les bons gras pour créer les liens dans le cerveau, avoir une vision claire d'un état des lieux. Ok, il y a ça, ça, ça. Donc, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Comment, même dans le quotidien, on peut peut-être retravailler par le jeu certaines choses. Et puis après, il y a certains suivis ou certains outils, comme ces casques aussi à la maison, qui peuvent être mis en place. Donc voilà, ça donne plutôt beaucoup d'espoir. Après, moi, la question que je pouvais me poser, c'est parce que les personnes qui ont voilà, des sens très développés, etc., mais avec du coup une hypersensibilité, donc c'est des points forts, mais c'est aussi des points compliqués parfois à vivre. Si on réharmonise, si on rééquilibre, est-ce qu'on perd les points forts ou les particularités qui font que bah, on est un peu différent, qu'on est aussi unique? Et j'ai l'impression que non, on va perdre les gènes, les parasites, tout en gardant les potentiels actifs sur les points forts. Donc, quelque part, la personne après peut être vraiment dans son plein potentiel alors qu'elle avait des points de potentiel très élevés, mais il y avait des choses aussi qui gênaient, qui alourdissent, qui entravent. Et ça, si c'est compris et reconstruit, que ça se construit un petit peu autrement, ça peut vraiment changer la donne. Sachant que quand il y a un trouble de l'attention, etc., il y a souvent de l'anxiété, puisque les personnes ont du mal à se poser, à se concentrer. Donc voilà, c'est après, ça entraîne tout un tas d'éléments perturbateurs, parasites. Et tout ça, après, peut jouer sur vraiment l'estime de soi, sur la paix intérieure, sur voilà, le stress, etc. Donc, quelque part, certainement que tout ce travail global va éviter bah, des embûches en plus, quoi. Donc, c'est vraiment des compréhensions intéressantes. Sachant que aussi donc une neuropsychologue qui travaille à Toulouse, hein, qui est spécialisée dans les troubles des apprentissages, notamment la dyspraxie, et qui elle propose, parce que beaucoup de neuropsychologues font le bilan mais ne proposent rien derrière, elle propose des exercices, du suivi pour faire ce travail de construction, que ce soit même chez l'adulte en rééducation.
et pour les profils aussi, troubles du spectre autistique, etc. Et beaucoup de neuropsychologues eux, ne font que les bilans, mais interprètent aussi, voilà, de façon très sommaire, et il n'y a pas de proposition derrière, d'outils. Donc elle propose ça, elle est à Toulouse, mais elle fait aussi à distance. Et donc elle m'expliquait que déjà dans le test de QI, on peut tout à fait voir par les écarts des troubles. Parce qu'on est dans la moyenne, mais comme il y a un tel écart, en fait, normalement, si la personne n'est pas gênée, elle serait homogène. Donc tous ses scores seraient hauts, par exemple, si elle en a deux très hauts, puis trois plus bas. Donc c'est vraiment ces histoires d'écart. Et là, on peut déjà voir, selon elle, justement, un trouble neurovisuel, une dyspraxie ou une trouble d'attention. Et ensuite, bah, moi, d'ailleurs, dans certains cas, après, c'est confirmé par les autres tests, hein. Et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc en fait, le fait d'être, par exemple, avec un trouble neurovisuel et donc une dyspraxie, on ne voit pas sur une feuille correctement les choses, mais en fait, on ne va pas voir le monde comme si on n'avait pas de dyspraxie. Et ça, j'avais pas encore aussi fait ce lien. C'est-à-dire que si on voit pas de perspective, on voit pas bien en 3D, on a du mal voilà, avec les mains, œil, à créer déjà dans son monde la directe des choses. Le monde en général, nos interactions sociales, relationnelles, des situations, eh bien, on ne va pas les percevoir non plus de la même façon par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ce trouble. D'où, il y a souvent l'hypersensibilité ou de la difficulté à se faire comprendre ou à bien comprendre l'autre ou à vivre les choses intensément parce que on va voir un détail dans une situation globale qui va bloquer notre compréhension et notre attention générale et on ne va pas percevoir du tout la situation de la même façon que si on n'avait pas ce trouble. Donc ça va loin en fait. C'est pas juste ça que je trouve intéressant, c'est que bon, on pourrait se dire les apprentissages, l'école, voilà, c'est une chose. Bon, ça fait pas la vie, hein. Mais en fait, quand on comprend que là, on peut nous révéler et qu'on puisse du coup voir des agréments qu'on va aussi retrouver dans la vie en général, là, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher et pouvoir prendre les choses en main pendant que l'enfant est en construction pour éviter que plus tard il soit gêné, pénalisé par tout un tas de choses en dehors de l'aspect scolaire, hein, et des apprentissages qui mèneront à un travail ou quoi, mais de voir dans cette perception du monde dans ces sens qui sont calibrés d'une façon particulière, que tout ça peut s'homogénéiser, se régulariser, tout en gardant nos points forts et notre personnalité. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Donc je pense que la dernière fois dans la vidéo, j'étais pas encore allée sur tous ces plans-là. Et c'est pas ce qui ressort en premier lieu quand on fait des recherches hein, sur le TDA et autres troubles neurodéveloppementaux, comme ils disent actuellement. Et aujourd'hui aussi, c'est classé comme étant des troubles à vie, alors que non. Enfin oui, ils le classent comme ça, mais si on recherche un petit peu plus loin, on peut très bien comprendre que c'est en construction. Donc aujourd'hui, oui, quand ils analysent sous IRM ou autre, enfin, c'en est là, mais ça se travaille. Donc c'est intéressant, voilà, d'avoir cette perspective plus large de compréhension. Et de prendre encore une fois toujours tous les aspects, hein, le corps avec ses nutriments, c'est quand même la base
S'il n'y a pas d'huile et d'eau dans le moteur, ça peut pas tourner. Une fois qu'il y a ces bases-là, moi personnellement, j'ai vu chez une enfant que déjà ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire quand il y a les bons gras, les bons oméga 3, la concentration, la le rapport dans l'opposition, la contradiction, d'être dans l'incapacité d'écouter quelque chose qui est pas forcément d'emblée dans son sens ou quoi, ça peut déjà énormément changer. Puisqu'en fait, quand on manque d'oméga 3, notre système est inflammé dans le ventre, mais dans le cerveau aussi. Et plus généralement, il y en a, ça va se manifester plus sur les articulations. Il y a des douleurs chroniques dès l'enfance. Chez certains enfants, ça va plutôt prendre l'axe intestin-cerveau, hein, par le nerf vague. Et donc, de là, il n'y a pas ce qu'il faut en nutriments pour pouvoir se poser, entendre une consigne, entendre une remarque, avoir envie de faire une tâche comme agréable, qui pourrait être agréable, comme apprendre quelque chose, mais ne pas arriver à se poser plus de 5 minutes pour le faire. Eh bien ça, juste avec le bon carburant, déjà, ça change. Pour moi, c'est la base. Et ensuite, si on a compris les points faibles, les points forts, etc., on va aller d'une façon ou d'une autre stimuler ces connexions. Maintenant qu'il y a la base, il y a l'huile, il y a l'eau, il y a les bons nutriments, il y a les connexions qui pourront du coup se faire et il y a même juste la tension qui est là pour que on puisse commencer à faire quelque chose. De là, en travaillant, travaillant dans le jeu, hein, les choses, eh bien, on peut imaginer à quel point ça peut du coup se débloquer et se faire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit énormément d'enfants qui ont divers troubles. Et alors, est-ce que c'est plus suivi, plus on est plus attentif, c'est plus diagnostiqué qu'avant peut-être, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, on a un niveau d'inflammation dans le corps qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé dû à l'alimentation, aux pollutions, au stress. Tout ça crée des facteurs d'inflammation. Et aujourd'hui, si on n'a pas en face de quoi calmer l'inflammation, eh bien, en fait, on est en inflammation. Et donc, ça commence dès l'enfance, même dès les bébés, hein. Donc là, moi, je suis partenaire avec un laboratoire scandinave où on peut faire les tests, des tests d'acide gras. On voit avec une goutte de sang les 11 acides gras essentiels qu'on a dans le corps et lesquels sont vraiment en déséquilibre. Et effectivement, hein, les enfants qui montrent notamment en tout cas des troubles de l'attention, ils sont en très gros déséquilibre à ce niveau-là. Donc déjà, quand on leur redonne leur quota d'oméga 3, déjà il y a du changement. Pour moi, c'est vraiment la base. Et après, s'il y a de quoi connecter les neurones, après tout le travail de construction, entre guillemets, va se faire et va se faire facilement. Donc voilà. En tout cas, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur où j'en suis de ces recherches et compréhensions du pourquoi de ces troubles et du comment on peut aider euh, avec certaines choses qui sont moins connues, hein, comme ça, parce qu'on connaît sinon les bilans, enfin les suivis chez la psychomotricienne, chez l'orthophoniste, etc. Et c'est bien, mais il y a aussi d'autres choses qui existent et il y a aussi cette base, hein, des nutriments sans lesquels ce sera peine perdue un petit peu, hein. C'est comme vouloir tirer une voiture qui n'a pas d'essence, faut la pousser à la main. C'est beaucoup plus difficile quand même que d'appuyer sur l'accélérateur quand il y a de l'essence. Et puis, quand même, avec toutes ces connexions, neurones, etc., les réflexes archaïques, je ne sais plus si je l'avais évoqué dans la première vidéo, c'est intéressant parce que là, on revient vraiment aux bases du développement psychomoteur.
Donc ça c'est pareil, s'il y a des réflexes qui n'ont pas été intégrés, qui gênent sans arrêt, ça aussi une base très importante. Voilà un petit peu pour aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager. Je vous laisse mon email si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.